Salut tout le monde. Comme je vous ai déjà promis, on va continuer la correction de la série de électromagnétisme E3. Exercice 2. On considère un solide infini d'axe OZ et de rayon R, comportant un spire par unité de longueur et parcouru par le courant I de T. I de T est une fonction de la variable temps. On désire trouver une approximation du champ électromagnétique. Première question. En supposant que l'expression du champ magnétique s'identifie à celle obtenue en statique, exprimez celui-ci à l'intérieur du solénoïde. Donc on a déjà calculé l'expression du champ magnétique B à l'intérieur du solénoïde. On a trouvé que B égale μ0 fois N c'est le nombre du spire par unité de longueur, c'est N sur N, fois le courant I de T, fois un vecteur unité porté par l'axe OZ. Alors, soit le champ magnétique B est de même sens que UZ, soit il est de sens opposé que celui de vecteur unité UZ. Donc ici, on applique la règle de la main droite. Le courant I sort des doigts de la main et le pouce oriente la direction et le sens du champ magnétique. Donc le champ magnétique B est suivant l'axe UZ, suivant le vecteur UZ. Deuxième question. Expliquez pourquoi le champ électrique est nécessairement non nul. Donc, ici, je vais utiliser le théorème de Maxwell-Faraday. Rotation nulle de E égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Le champ magnétique B est une fonction de la variable T. Donc, sa dérivée partielle par rapport au temps est différente de 0. Différent du vecteur nul. Alors, rotation nulle de E est différent de 0. Alors, il vient nécessairement que le champ électrique E est différent du vecteur nul. Troisième question. Quelle est la forme du champ électrique? Donc, avant de répondre à cette question, on va choisir un repère de coordonnées bien adapté à notre situation. Le repère qu'on va choisir, c'est le repère cylindrique. Donc, prenons un point M. Dans l'espace, soit il est situé à l'intérieur, soit il est situé à l'extérieur. Pour obtenir les variables cylindriques R, θ, Z, je dois projeter M sur le plan formé par OX ou Y. Une projection orthogonale. Et je projette A sur l'axe OX et A sur l'axe OY. La distance OH c'est la variable R. L'angle formé par OX-OH, c'est la variable θ. Et le projeté orthogonal de point M sur l'axe OZ, c'est Z. Donc voilà les coordonnées cylindriques R, θ et Z. Ici, je retrouve la coordonnée R, la distance R. Donc l'expression du champ E dans cette base cylindrique, c'est ER fois ER plus Eθ fois Uθ plus EZ fois UZ. À savoir, ER est une fonction qui dépend des variables cylindriques R, θ et Z. Eθ est une fonction qui dépend des variables R, θ, Z. Et UZ dépend de R et θ et Z. Donc, je dois simplifier cette expression pour trouver une forme simplifiée du champ électrique E. Donc, on va utiliser la symétrie pour pouvoir simplifier cette écriture. Et je vais faire un petit rappel concernant les plans de symétrie et d'antisymétrie. Il faut savoir que le champ E, rappel, le champ E appartient toujours au plan
de symétrie. Plan de symétrie. Le champ E est perpendiculaire toujours au plan d'antisymétrie. Plan d'antisymétrie. Donc ici, il faut trouver au moins deux plans de symétrie. Et le champ E appartient à leur intersection. Donc il faut chercher au moins deux plans de symétrie. Pour les plans d'antisymétrie, il faut chercher un seul plan d'antisymétrie, puisque le champ E est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc il faut chercher juste un plan d'antisymétrie. Et le champ électrique E est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. Par contre, si on a des plans de symétrie, on doit chercher plusieurs plans de symétrie, au moins deux, puisque le champ E appartient à ce plan au plan d'antisymétrie. Donc ici, on a affaire à chercher deux plans de symétrie pour les plans de symétrie, et pour les plans d'antisymétrie, on a affaire à chercher un seul plan d'antisymétrie. Donc, on va utiliser cette propriété. Alors, on va chercher un plan d'antisymétrie. Le champ E est perpendiculaire à ce plan. Prenons le plan P étoile qui passe par le point M. D'abord, je dois dessiner des vecteurs unitaires liés à la base cylindrique. Voilà le vecteur UR, Uθ et UZ. UR, Uθ, c'est un plan horizontal et UZ parallèle à ce plan. Le plan formé par UR et Uθ. Voilà le plan UR, Uθ. Donc, le plan d'antisymétrie, c'est le plan UR, UZ, et qui passe par le point M, UR, UZ. UR, UZ. C'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? D'abord, je vais assurer ce plan d'antisymétrie. Le voilà. Ce plan vertical est un plan d'antisymétrie, puisque ici, le courant I qui circule dans cette spire devant le plan d'antisymétrie est de ce sens. Et le courant I qui traverse la même spire derrière le plan de symétrie a un sens opposé. Vous voyez ici, les courants I sont inversés. Les sens de courant sont inversés. Devant le tableau I dans ce sens et derrière le tableau I dans l'autre sens. Donc le plan vertical formé par le point M et orienté par UR et UZ est un plan d'antisymétrie. D'accord? Donc le champ électrique E est perpendiculaire à ce plan. Et le vecteur unitaire perpendiculaire à ce plan, c'est le vecteur Uθ. Donc E est perpendiculaire à ce plan, alors E est suivant Uθ. Uθ, c'est un vecteur perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc, la variable, la composante ER est nulle et UZ nul. Le champ E égale Eθ fois Uθ. Alors, l'expression simplifiée du champ E égale E
θ, R θ, Z, U θ. Et on va utiliser l'invariance de la distribution de courant pour simplifier encore une fois cette expression. Donc, le solénoïde, la distribution de courant, est invariante par rotation suivant l'angle θ. Le système de distribution est invariant par rotation suivant l'angle θ. Donc E ne dépend pas de θ. Donc la variable θ est éliminée. Le système est invariant par translation suivant l'axe opposé, puisque le solénoïde est infiniment long. Donc, par translation suivant l'axe opposé. Alors, le champ E ne dépend pas de Z. Ne dépend pas de la variable Z. Donc, la variable Z est éliminée. Donc, l'expression du champ E, c'est Eθ fois R fois U, Uθ R fois Uθ. Voilà la forme du champ électrique E dans cette situation. C'est Uθ R Uθ. Passons à la quatrième question. Vous allez trouver l'énoncé de cet exercice dans la description de cette vidéo. Donc, quatrième question. Intégrer une équation de Maxwell sur un disque de rayon R inférieur à grand R. Et on déduire l'expression du champ électrique. Donc, on doit chercher le champ électrique E à l'intérieur du solénoïde en utilisant une équation de Maxwell. Prenons l'équation de Maxwell-Bose. De Maxwell-Faraday, rotationnel de E, c'est moins la dérivée de B par rapport au temps. Donc, avant de résoudre cette équation pour extraire le champ électrique E, je vais faire un petit rappel. Prenons par exemple un contour gamma. Et on va orienter ce contour ainsi. Donc, cette orientation, dans ce sens, va induire un sens positif de l'orientation de la surface. Donc, voilà la surface S. Mais le vecteur S est dirigé vers le haut. Donc, voilà S. S, c'est la surface S fois un vecteur normal à la surface. Si jamais j'oriente le contour de cette façon, j'inverse l'orientation du contour. Voilà l'orientation du contour. Cette orientation va induire un sens positif de l'orientation de la surface. Donc, voilà la surface S et le vecteur S c'est dirigé vers le bas. S c'est S fois un vecteur normal à cette surface mais qui est dirigé vers le bas. Donc, on a deux situations
possibles. Soit le contour est orienté dans ce sens, alors S, le vecteur S est dirigé vers le haut. Si le contour est dirigé dans l'autre sens, alors la surface, le vecteur S est dirigé vers le bas. Alors, j'intègre cette équation sur une surface S. Rotationnelle de E fois scalaire de S égale moins la dérivée, l'intégrale de la dérivée de E par rapport au temps fois ds, scalaire ds. Donc, je vais dessiner le disque de rayon petit r ici. Le voilà, de rayon R. D'après le théorème de Stokes, rotationnelle de E ds, c'est une intégrale. Cette intégrale se réduit à une intégrale sur un contour qui délimite la surface S. Ici, j'intègre sur la surface S, la voilà. Rotationnelle de E ds. Et cette intégrale se réduit à une intégrale sur le contour qui délimite, voilà le contour gamma, qui délimite cette surface. Donc j'intègre sur le contour gamma, un contour fermé, puisqu'il délimite une surface S, donc c'est E, scalaire dr. Dr est un élément infinitésimal du contour, égal moins la dérivée de B par rapport au temps scalaire de S. dl, c'est, voilà le vecteur dl, c'est un vecteur tangentiel à cet élément. Donc, dl, c'est la dérivée de, je prends ici une origine O', c'est O'P. La dérivée O'P, c'est R, UR. O'P, plutôt M. O'M, voilà M. O'M, c'est R, UR. D de R, UR, c'est R, D, UR. D de UR, c'est D θ, U θ. D UR, c'est D θ, U θ. Voilà l'expression de dl. Alors, E, c'est E θ, R fois U θ, scalaire dl. dl, c'est R d θ, U θ. Égal. C'est moins la dérivée par rapport au temps de B scalaire de S. On va se faire une place ici, donc je dois effacer cette partie-là. E, U θ, scalaire U θ, c'est 1. Donc c'est U θ, R, R de θ, égale moins la dérivée de B par rapport au temps fois ds. E, R, le champ E, sur le contour, il ne dépend que de la variable R. Donc il est constant à travers ce contour. Donc, je peux faire sortir E θ de R et R.
puisque R est constante à travers ce contour. La distance R reste constante quand M balaye le contour. C'est l'intégrale de Tθ égale moins la dérivée par rapport au temps. B, on a déjà calculé cette expression. Donc, B c'est mu0 NI UZ fois ds. E θ R fois R, l'intégrale de θ. M balaye le contour. Donc θ varie de 0 jusqu'à 2π. L'intégrale de θ, c'est de dθ, c'est θ, donc c'est 2π. Ça va faire 2π égale mu0, n sont des constantes, donc moins c'est mu0, n, la dérivée de i par rapport au temps, moins mu0, n, uz. uz c'est un vecteur constant. Fois ds. ds c'est la norme de ds fois un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface S. Voilà la surface S. S, l'orientation de ds est suivant l'axe OZ. Donc ds fois uz. Je prends toujours la normale à la surface. Donc c'est U Eθ R fois 2πr égale. Donc je peux faire sortir la dérivée de i par rapport au temps, puisque ici j'intègre sur une surface S qui ne dépend pas de la variable temps. Donc je peux faire sortir cette dérivée. C'est moins mu0 n uz scalaire uz c'est 1, puisque uz est sur constant, je peux la faire sortir. uz scalaire uz c'est 1 fois la dérivée de ici i point, l'intégrale de la surface ds. Vers la fin, j'aboutis à cette expression moins mu0 n i point. L'intégrale de ds c'est s, et la surface s c'est pi r au carré, la surface d'un cercle, la surface d'un disque. Donc, on va simplifier par R, pi, alors E θ R égale moins mu0 n i point R sur 2. Et le vecteur champ est suivant UR, donc c'est moins mu0 NI sur 2 R fois le vecteur Uθ, puisque le vecteur E est suivant le vecteur unitaire Uθ. Donc voilà l'expression du champ électrique E. Et je passe à la cinquième question. Montrer qu'il s'agit d'une solution approximative. Approximative. L'une des quatre équations n'étant pas vérifiée.
L'équation de Maxwell ampère, c'est rotationné de B égale mu0 G plus mu0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps. Ici, les courants volumiques n'existent pas dans notre situation. Donc le courant volumique est nul. Il reste ce terme, mu0 epsilon 0, la dérivée partielle de E par rapport au temps. B est uniforme. B égale mu0 NI UZ. Donc ne dépend pas des variables R, θ et Z. Alors, rote de B c'est 0. Il est uniforme. Rote B c'est le vecteur nul. Donc, mu0, ça implique que mu0, epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps égale le vecteur nul. Donc, E est une constante, ne dépend pas de T. Et on a trouvé tout à l'heure que le champ électrique E dépend du temps T. Donc, on peut en déduire que c'est absurde. Donc, on peut en déduire que B, le champ magnétique B, c'est un terme de premier ordre. D'un champ d'un développement perturbatif. Du champ électromagnétique. Donc il faut ici qu'on ait plusieurs termes. Voilà le terme le plus bas. C'est mu0 n et donc il existe d'autres termes. Voilà. On a